Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de venir parler ici. L'exposé sera assez, je dirais, d'introduction. Je dirais quelques résultats un peu récents, mais le but c'est de donner les grandes idées de ce qui a été développé pour essayer un peu d'attaquer la dynamique en fait, des surfaces plates. Ces idées, en fait, elles ont entre autres été développées par deux personnes qui sont dans l'audience, Giovanni Forni et Anton Zoric, et on verra un peu leur nom apparaître dans le cours de l'exposé. Alors, pour moi, une surface plate, c'est quoi? En fait, c'est un polygone. Pour l'instant, je vais considérer que c'est un polygone. Donc, définition, une surface plate, c'est un polygone du plan euclidien. En fait, je vais dire de C pour... parce qu'en fait, je vais après, plus tard, l'identifier à C. Avec des arêtes... en nombre pair. Et je vais les identifier 2 par 2. Où la seule condition que j'impose pour l'instant, c'est E1' égale EI' égale EI. La norme est préservée de chaque côté de la paire. Okay. Implicitement, ce dont je parle, ce ne sont pas des surfaces plates telles qu'on a dans l'habitude, c'est-à-dire ce sont pas la seule surface plate, en fait, c'est le tore. Si jamais vraiment je ne m'autorise pas de singularité. Ici, ce sont des surfaces plates à singularité conique. Donc j'utilise un certain type de singularité. Ok. Donc un exemple ici. Donc j'ai un polygone. Donc vous voyez, j'ai labellé mes arêtes E1, E2, E3, E1, E3', E1', E2'. Et donc une fois que j'ai ce polygone, je peux le recoller. D'accord? Si je le recolle, j'obtiens cette surface. Okay, j'obtiens une surface de genre 1. Bon, pour l'instant, ça pourrait être le tore plat habituel. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, donc, à partir de mon polygone P, j'ai obtenu par recollement donc, une surface que je vais appeler C. J'ai aussi des points marqués, donc X1, X2, ici, qui sont les images des sommets. Okay, donc tous les points rouges ici sont envoyés sur X1, tous les points bleus sont envoyés sur X2. Mais je vais avoir donc une métrique plate sur tout C privé de X1 et X2. Cette métrique plate sera régulière en dehors de X1 et X2. Mais maintenant, si je regarde... Alors pourquoi est-ce que j'ai cette métrique plate? Quand je suis dans un petit ouvert ici, c'est la métrique euclidienne classique. Si je suis sur un ouvert qui est à cheval, eh bien, on voit bien que la métrique plate est bien préservée par le changement de carte qui envoie cette partie-là sur cette partie-là. Mais par contre, autour d'un des points, ces singularités coniques, si vous regardez bien, je ne peux pas avoir une métrique plate puisqu'en fait, la quantité d'angles que je vois n'est pas forcément 2π. Donc par exemple, si on regarde autour du point bleu, on n'a pas 2π, on a ici 2 fois 2π sur 3. Chacun des angles ici, si c'est un hexagone régulier, est 2π sur 3. Donc j'ai 2 fois 2π sur 3. Donc 4π sur 3 d'un côté et 8π sur 3 de l'autre. Donc en fait, c'est comme si j'avais pris un tore plat, puis j'ai un peu ajouté de la courbure d'un côté à un endroit singulier, puis retiré de l'autre. D'accord? Et ce que je vais appeler le type de la surface, ça va être un vecteur donc A1 à n, donc qui appartient à Rn, un vecteur de nombres réels positifs, et tel que l'angle en xi soit égal à 2π à i. Okay, donc ici, mon type, ça serait, donc ici, A égale 4 tiers, 2 tiers. Ok. Donc ça, c'est une surface plate. Et le genre de problème auquel on va s'intéresser, c'est que si on se donne 2 points, donc le problème auquel on s'intéresse,
c'est que si on se donne 2 points, donc deux points x1, x2 de C, ça peut être des points réguliers, ça peut être des singularités. Ici, j'impose rien. Mais je vais considérer la fonction n x1, x2 de L. L va être un paramètre réel. Et ça va être le nombre de géodésiques de x1 à x2. Ok? Donc typiquement, hein, si pour aller du point bleu au point rouge, bah, je peux passer par, je peux aller par exemple ici, mais je peux aussi faire une géodésique qui fait, je peux en faire une autre plus compliquée qui sortirait et rentrerait. Pardon. Si je sors ici, par exemple, hop. Quelque chose comme ça. Ça, c'est des géodésiques. Donc, la question, c'est de savoir comment contrôler la croissance de ce nombre de géodésiques quand L tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, le problème pour nous aujourd'hui, c'est d'écrire le comportement asymptotique de cette quantité quand L tend vers l'infini. Okay, en fait, un exemple typique, c'est que si vous avez un billard, hein, si vous donnez par exemple un polygone et que vous dites, vous essayez de jouer au billard dedans, vous pouvez le transformer en une surface plate, en fait, en dupliquant ce billard, et vous obtenez un cas particulier, on va dire, de surface plate. D'accord? Donc, typiquement, ce genre de question pourrait vous permettre de résoudre comment croît le nombre de géodésiques d'un point A à un point B sur un billard polygonal. Okay? Donc, c'est le genre de question qu'on va se poser. Donc, on va la poser sur un cas particulier. On va la poser sur le cas des surfaces de translation. Et j'expliquerai un peu comment est-ce qu'on peut espérer dire quelque chose de surface plate plus générale à partir de la théorie qui a été développée pour les surfaces de translation. Alors, vous voyez que sur cette surface plate, on a, j'ai juste imposé que la longueur de, par exemple, E2' soit la même que E2. Okay? Mais ce qui se passe quand on a ça, c'est qu'on a un phénomène de monodromie ou d'holonomie. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, à partir de ma structure de surface plate, j'ai déjà défini que j'avais une surface, des points marqués, une métrique, mais en réalité, j'ai aussi une représentation de monodromie. Donc, on a en plus de toute cette donnée, une représentation de monodromie qui est donc une application ici, donc monodromie, qui va aller du π1 de la surface privée des points marqués dans le groupe unité, dans le cercle unité. D'accord? Et cette représentation est définie comment? Eh bien, si je me prends un point base, mettons ici, je fais un chemin qui rentre et qui sort. Donc je sors par exemple en E1 et je re-rentre de l'autre côté. Et bien qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, si le nord était là, quand je ressors, il est tourné dans ce cas-là de pi sur 6. De pi sur 6. D'accord? Donc on a une représentation comme ça où à ce chemin, on a associé une rotation d'angle de pi sur 6. D'accord? Donc, il y a une catégorie de surfaces qui va nous intéresser plus que les autres, ce sont les surfaces rationnelles. Ce sont celles où l'image du morphisme de monodromie est à valeur dans un groupe de racines de l'unité. D'accord? Elles sont plus intéressantes parce que leur espace des modules en fait est algébrique. Donc on a des outils plus puissants potentiellement pour étudier ces types particuliers de surfaces. Et en fait, même plus fort que ça, donc on va dire définition
Donc une surface de translation est une surface plate à monodromie triviale. Et c'est l'exemple que j'ai dessiné à droite. Dans l'exemple que j'ai dessiné à droite, en fait, tous les vecteurs EI ont donc un jumeau EI', mais celui-ci est obtenu par translation. D'accord? Donc vous regardez, par exemple, E5', c'est le translaté de E5. Donc ça veut dire qu'une fois que je me suis fixé qu'est-ce qui est le nord dans ma surface, je peux rentrer, sortir, je verrai toujours le nord. D'accord? Donc si je pars d'ici, vous voyez que je n'ai pas changé ma direction quand je ressors de l'autre côté. D'accord? Donc cette catégorie de surface, ici, je n'ai pas de monodromie. D'accord? Donc il n'y a pas de phénomène de rotation quand on rentre et on sort dans les bords du polygone. En réalité, dès qu'on a une surface qui a une monodromie finie, une surface rationnelle, il y a un revêtement de cette surface qui va être à monodromie triviale. D'accord? Donc étudier déjà ces surfaces de translation nous permet d'étudier potentiellement donc les surfaces plates, aussi tous les billards, par exemple, rationnels, au sens tous les billards qui ont une monodromie finie. Okay. Donc, ici, j'ai un exemple de surface de translation et c'est elle, à partir de maintenant, que je vais considérer. Donc, on peut se poser la question, déjà, quel est son type? Okay, on avait dit, son type, c'est la liste des angles. Et ce qu'on va voir, c'est que maintenant, le type va nécessairement être un vecteur d'entier. D'accord? Le fait qu'on ne puisse pas tourner impose qu'au moins autour de chaque singularité, on a une singularité conique entière. Donc ici, si je regarde, j'ai un polygone qui a 10 côtés. Donc la somme des angles doit être égale à 8 pi. Donc en fait, le rôle du point bleu et le rôle du point rouge est symétrique. Donc en fait, chacun de ces angles est égal à 4 pi. Donc en fait, le type, ici, c'est 2, 2. C'est une surface de type 2, 2. OK. Très bien. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on avait dit on a une surface, on a 2 points marqués. Je vous ai donné les règles pour voir que tous ces points étaient envoyés sur un seul et unique point et que tout le point bleu est envoyé sur un point bleu. Mais si vous redessinez ce polygone, vous pouvez essayer de jouer à savoir comment faire. Peut-être une question un peu simple, c'est comment calculer le genre? Comment calculer le genre de cette surface? En fait, on a la formule de Gauss-Bonnet. Qui nous dit en fait que 2G moins 2 plus N est égal à la somme des AI. D'accord? Donc ici, sur cet exemple, en fait, cette surface est une surface de genre 2. D'accord? La première était une surface de genre 1. Vous pouvez vérifier que cette formule marche sur cet exemple aussi. OK? On a en fait plus de structure une fois qu'on a une surface de translation. Pourquoi est-ce qu'on a plus de structure? Eh bien parce qu'en fait la métrique plate va venir d'un type particulier. En fait, elle va être associée à une informe holomorphe. La informe holomorphe, si j'imagine que ce plan c'est C avec la coordonnée Z, en fait j'ai une forme holomorphe qui est dz. Pourquoi est-ce qu'elle est bien définie sur ma surface? Eh bien tout simplement parce que si je regarde la carte qui est ici et la carte qui est ici, le champ de changement de carte naturel pour aller de là à là, eh bien c'est z plus un certain lambda. Donc en fait, dz ici est bien égal à dz ici. D'accord? Donc c'est pour ça que dans ce cas particulier-là, la métrique vient d'une forme holomorphe globale. Et ce qui se passe, c'est que donc on a maintenant, donc, à partir d'une surface de translation,
on a donc une surface qui en fait est munie aussi d'une structure complexe qui est héritée simplement par cette carte avec sa coordonnée z. Donc on a en fait cette courbe-là, cette surface-là est une surface de Riemann. Maintenant, elle est munie d'une structure de surface de Riemann. Elle a des points marqués. Et elle a une informe holomorphe. Et les zéros de cette forme oméga, en fait, si on veut savoir leur ordre, il va être prescrit par les AI. L'ordre de oméga en xi, ce n'est pas exactement AI, c'est AI moins 1. Donc c'est assez logique, hein, parce que si jamais AI égale 1, on avait dit que ça correspond à une singularité d'angle 2π, donc en fait un point régulier. D'accord ? Donc ça veut dire que ma forme ne devrait pas avoir de zéro, enfin en ce point-là. Donc, 2π, donc ici, AI, c'est 1 de plus que l'ordre du 0. C'est aussi logique, puisque en fait, le degré du fibré cotangent sur une surface de Riemann, c'est 2g-2, donc la somme des AI est égale à 2g-2. Okay, ici, la somme des AI est égale à 2g-2 plus n, donc la somme des ordres des zéros est égale à 2g-2. Donc on retrouve cette formule de Gauss-Bonnet qui était ici. Ok. Grâce à cette forme holomorphe, on peut associer un nombre à n'importe quel, un nombre complexe à n'importe quel géodésique. Donc pour toute géodésique maintenant, donc si gamma est une géodésique alors on peut lui associer sa période qui est définie comme l'intégrale le long de gamma de oméga. Donc elle se voit très bien la période. Hein, si jamais j'ai par exemple cette géodésique, c'est simplement le nombre complexe que j'ai dessiné en jaune ici. D'accord ? Ok. Ce qui est intéressant, c'est que donc, on va reconsidérer maintenant ce problème de compter des géodésiques qui vont de x1 à x2. Je peux regarder sur cet exemple. Mais ce qu'on va voir, c'est que je vais changer un tout petit peu ce problème, parce que certaines géodésiques partagent la même période. En fait, maintenant, je vais m'intéresser non pas au nombre de géodésiques lui-même, mais je vais m'intéresser au nombre de périodes de géodésiques. Donc ça change un tout petit peu le problème, mais en fait, en grand genre, ça répond à peu près à la même question. Donc maintenant, ce que je vais appeler n x1 à x2, et je vais l'appeler homologique, c'est égal au nombre de périodes, donc z qui est une période d'une géodésique. Donc il me faut un nombre L avec norme de z inférieure ou égale à L. Donc, théorème, pour presque toutes surfaces de translation d'un type donné, A, on a n x1, x2 de L grandit comme A1, A2, L carré sur l'aire de la surface, donc sur l'aire de C oméga, disons, plus petit taux de L carré, quand L tend vers l'infini. Disons égal. Ok, pardon. Avec ce homme.
OK? Donc, pour une surface, donc ici, il y a plusieurs mots qui sont un peu problématiques, puisque pour l'instant, je vous ai juste parlé de qu'est-ce que c'est qu'une surface plate, qu'est-ce que c'est qu'une surface de translation. Et là, maintenant, je suis en train de vous dire pour presque tout. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'à un moment, je vous parle d'un ensemble des surfaces de translation, qu'on puisse définir une mesure dedans. Mais disons, en fait, ici, vous voyez, ça signifie quelque chose comme bouger un peu les vecteurs EI qui définissent ma surface de translation. Et pour une déformation générique, vous obtiendrez ce résultat. Donc, ce résultat vous dit que la croissance du nombre de géodésiques, donc pas exactement du nombre de géodésiques, mais du nombre de géodésiques à homologie près, se comporte déjà en L carré, mais que le coefficient directeur, en fait, est très précisément compris. D'accord? En fait, c'est juste le produit des deux singularités coniques, des ordres des deux singularités coniques. Donc, en fait, je vais déjà commencer par expliquer comment est-ce qu'on obtient une forme globalement sans connaître ce coefficient comme ça. Et ça, c'est une histoire c'est une longue histoire. Et à la fin, je dirai un peu sur comment est-ce qu'on a réussi avec quelques auteurs à trouver cette forme simple, on va dire, de ce coefficient plus récemment. Des questions peut-être? Voilà, donc je vais passer sur la partie maintenant espace des modules. Donc on va essayer de parler de comment est-ce qu'on déforme ces surfaces de translation. Donc en fait, pardon, tu fixes x1, x2, c'est deux singularités, et ce qui sort, c'est toujours un produit de ces deux coefficients-là. Voilà, exactement. Et les autres, elles ne sont pas vues. Et les autres ne sont pas présentes dans cette expression. Tu peux en mettre autant que tu veux. La surface peut être de genre quelconque. D'accord? Donc les seuls termes qui apparaissent, donc il y a l'air. Bon, c'est assez logique que si tu rescales par exemple ta surface, cette asymptotique va être divisée par L carré, quoi. Mais ça ne dépend que dans les ordres de ces deux singularités. D'accord? Et si je n'avais pas mis ce homme, je pourrais en parler un peu après, j'aurais quelque chose qui serait un A1, A2 plus une perturbation, disons, qui devient petite quand le genre devient grand. D'accord? Ce coefficient serait beaucoup plus compliqué, ce serait un nombre rationnel un peu, qui est calculable mais un peu méchant. La fonction qui serait là serait un peu méchante. Mais ça serait grosso modo A1, A2 plus quelque chose de petit quand le genre devient grand. Ok. D'accord, donc maintenant, je vais fixons un A. Donc fixons un certain A donc dans n étoile puissance n, okay, un vecteur. Et on va définir H de A pour l'instant ensemblistement comme l'espace, disons comme l'espace des modules des surfaces de translation de type A. Donc, quand je dis ça, en fait, il faut que je dise, donc un espace de module, c'est quoi? C'est l'ensemble des surfaces de translation de type A modulo isomorphisme. Donc ça veut dire qu'il faut que je vous dise ici, qu'est-ce que ça veut dire isomorphisme? Et isomorphisme ici, c'est simplement isométrie. Pardon, non, c'est pas isométrie. Je ne vais pas juste me suffire des isométries. Pardon. Donc isomorphisme, c'est que pour moi maintenant, donc, une surface de translation, c'est la donnée de C de points marqués et d'une forme holomorphe.
Donc maintenant, isomorphisme, pour moi, ça va signifier quoi? Ça veut dire que si je prends C, x1, xn, oméga, et C', x1', xn', oméga', je demande qu'il existe phi de C dans C', biholomorphisme, tel que phi de xi égale xi', et phi star de oméga' égale oméga. Okay, donc pour moi, biholomorphisme, ça signifie je respecte la structure complexe, je respecte la forme holomorphe qui définit ma métrique. Okay, donc ce n'est pas juste une isométrie, parce que typiquement, si je tourne cette surface, en fait, je vais obtenir une surface qui sera isométrique, mais par contre, je n'aurai pas la même définition du nord. Donc en fait, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais agi par rotation sur oméga. Et je veux pour l'instant préserver ces deux objets-là comme étant identiques. Comme étant différents. Voilà. Donc, j'ai un espace des modules, mais il faut que je vous explique comment on se déplace dedans, en fait. Okay, parce que pour l'instant, j'ai juste défini ensemblistement comme étant un ensemble de classes d'isomorphisme d'une certaine classe d'objets. Et comment on se déplace dedans? Encore une fois, c'est presque dessiné déjà sur le tableau. Étant donné une surface de translation, donc représentée ici comme polygone, donc vu comme un polygone. Les arêtes E1 jusqu'à EL forment une base de l'homologie de C, mais relative au point marqué, x1 jusqu'à xn, à coefficient dans Z. Okay, donc si vous voulez, ici vous avez donc une surface de genre 2, avec deux points marqués, un rouge, un bleu. Et tous ces EI sont des chemins, en fait, une fois qu'on les a recollés, sont des chemins qui sont entre E1, entre x1 et x2. D'accord? Et en fait, ces EI, si je les vois maintenant comme des chemins sur ma surface, ils forment une base de ce groupe d'homologie relative. D'accord? Ce n'est pas un groupe d'homologie absolue, c'est un groupe d'homologie relative. Et en fait, à chacune de ces arêtes, vous voyez qu'on a un nombre complexe. On a donc des périodes qui sont associées à chacun de ces EI. Donc à chacun de ces EI, il va y avoir des coordonnées de période. Qui sont définies par ZI égale l'intégrale de oméga le long de EI. D'accord? Donc, une fois que j'ai dessiné mon polygone, j'ai, donc dans ce cas-là, par exemple, 5 nombres complexes, Z1, Z2, Z3 jusqu'à Z5, et ce sont elles qui vont former les coordonnées de ma base, de mon espace localement. Donc, si maintenant je regarde, donc, les cartes de HA sont modelées sur donc, le H1 de C à coefficient dans x1, xn et à valeur dans C. D'accord? Donc, les périodes sont vues comme duales à la base de l'homologie. D'accord? Ok, comment est-ce qu'on passe d'une carte à une autre? Okay, donc dans une certaine carte, j'ai des coordonnées Z1
jusqu'à, par exemple, Z5, comment est-ce qu'on passe d'une carte à une autre? Ben, par exemple, si jamais je prends cette surface de translation, rappelez-vous que maintenant ma notion d'équivalence en fait, demande juste qu'on préserve la surface abstraite et la forme holomorphe qui était dessus. Donc par exemple, si je coupe ma surface le long de cette coupure ici, et que je prends ce triangle et que je le recolle, si c'est E3, il faut que je le recolle quelque part par là. Hop. Je vais obtenir une surface donc, où j'ai enlevé cette partie-là, et puis je l'ai ramenée ici. Mais en fait, la surface est parfaitement équivalente. C'est juste une nouvelle représentation polygonale de la même surface de translation. C'est une surface de translation, pour moi, c'est la version abstraite. D'accord ? Et ces deux objets-là vont être équivalents dans mon espace des modules. Donc, ça va se traduire comment ? Ça va se traduire par le fait que j'ai pris une nouvelle base de mon H1 relatif au point marqué. Et cette nouvelle base, en fait, va fournir donc un changement de carte. Pour moi, c'est équivalent en fait à un changement de base du H1 à valeur dans Z. Mais c'est à partir de ces changements de carte qu'on va pouvoir décrire la structure globale de la géométrie des espaces de surface de translation. Okay, donc on a des coordonnées locales et on sait comment passer d'une famille de coordonnées locales à une autre. Et ce qu'on observe, en fait, c'est que les nouvelles coordonnées locales, quand on passe d'une carte à une autre, en fait, elles ne sont pas obtenues par n'importe quel changement de coordonnées. Donc, par exemple, ici, si j'étais parti de coordonnées où il y avait, on avait dit Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Bon, j'ai coupé le long de ce trait-là, et après j'ai pris ce triangle, je l'ai recollé là-haut. Donc Z3 va disparaître. Z3 ne va plus être lisible, en quelque sorte. Z4 va toujours être lisible. Z4, en fait, sera par là. Mais j'ai une nouvelle coordonnée qui va apparaître ici. D'accord ? J'ai une nouvelle coordonnée qui va apparaître ici, Z3'. Mais sauf qu'en fait, Z3' n'est autre que Z3 plus Z4. Donc vous voyez que les changements de carte ne sont pas n'importe quelle fonction analytique. Ici, en fait, ce sont simplement des transformations linéaires. D'accord ? Donc ça va nous dire quoi ? Ça va nous dire que H de A est muni de ce qu'on appelle une structure affine. Une structure affine, et en fait c'est même une structure affine entière, c'est-à-dire qu'en fait les changements de carte sont définis par des matrices à coefficients entiers. D'accord ? Très simple en fait. Ok, donc sur H de A, il y a déjà une première structure qui est très rigide en fait, de structure, en fait pas vraiment de variété, mais d'orbifold, mais de variété affine entière. Donc ça c'est la première structure qu'on a sur cet espace-là. Donc maintenant on va se donner une autre famille de structures. Une seconde structure qu'on a sur H de A, c'est l'existence d'une action par le groupe GL2 de R. Donc GL2 de R agit sur H de A. L'action, je ne vais même pas la dessiner, c'est très simple. C'est juste, vous prenez une matrice dans GL2 de R et vous agissez sur toutes les périodes en même temps. D'accord ? Donc par exemple, si vous avez une matrice de la forme lambda moins 1, 0, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va étirer ma surface dans une direction et la comprimer dans une autre. Okay. En fait, je ne vais pas m'intéresser à GL2 de R, je vais m'intéresser à SL2 de R,
parce que SL de 2R agit sur H de A en préservant l'aire d'une surface. Okay, donc on a une structure affine et on a maintenant une action de SL de 2R. Et vous voyez que même ça donne une structure de système dynamique, puisqu'en fait, si je regarde, le groupe des matrices de ce type-là est un groupe à un paramètre. Donc en fait, on a une action même de R sur cet espace. Donc on a une structure affine plus une structure de système dynamique. Je l'ai mentionné, ça reviendra plus tard, mais H de A, en fait, est aussi un champ algébrique. Donc on a une structure algébrique complexe sur cet espace. Donc vous avez plein de types de géométrie qui sont en train de se mélanger ici. La dernière propriété qu'on a, qui en fait est plus ou moins cachée dans cette structure d'avoir une structure affine entière, c'est qu'il va exister, il existe une mesure canonique qu'on appelle de Mazurowicz. Nu MV sur H de A. Cette mesure, c'est quoi? Dans les coordonnées ZI, mes coordonnées complexes ZI de mon espace H de A, c'est la mesure de Lebesgue. Mais c'est la mesure de Lebesgue, en fait, c'est même la mesure euclidienne standard. C'est-à-dire que c'est, si ZI c'est XI, YI, en fait, cette mesure, c'est même une forme volume. Elle s'écrit de la forme produit des XI, wedge des YI. D'accord? Ok. Alors, comment on va utiliser tous ces ingrédients? Vous voyez qu'ici, par contre, ce qui est important, c'est que cette structure de système dynamique, c'est une dynamique sur l'espace. Ce n'est pas une dynamique des objets en eux-mêmes. Donc, il y a deux niveaux à considérer en même temps. Il y a le fait qu'on s'intéresse à des questions comment croît le nombre de jeux des X sur une surface donnée. Et en fait, on a autre chose qui est la structure de système dynamique de l'espace lui-même. Et ce qui est très beau, c'est qu'en fait, ces deux dynamiques en fait, se parlent. Il y a des relations numériques entre la manière de caractériser les deux systèmes dynamiques. Et ça, je dirais que c'est une des beautés de l'étude de ces espaces. Ok. Alors comment est-ce qu'on va utiliser toute cette structure qui rend en fait ces espaces à la fois rigides et riches à étudier? Donc, on va considérer l'espace H1 de A, compris dans H de A, qui est le sous-espace des surfaces d'R1. Ok. Donc c'est le sous-espace des surfaces d'R1 et il est lui-même muni d'une mesure. Okay, donc lui-même muni d'une mesure nu, que je vais appeler nu tilde MV, muni d'une mesure canonique. Okay, donc cet espace, c'est quoi, si vous voulez? C'est dire, ok, avant on avait l'espace de toutes les surfaces de translation et maintenant je contrains que je choisis un scalaire près, d'accord? Je n'autorise plus à dilater les surfaces, je choisis un scalaire près en choisissant que la surface soit d'R1. Et en fait, si on a une mesure sur un espace qui est muni d'une action de R étoile, on peut toujours en fait la désintégrer pour avoir une partie de la mesure qui est sur la projectivisation, on va dire, et une partie qui est sur qui est la partie scalaire de l'air. Okay. Okay, en fait, celle-là, elle s'écrit comme d de l'air. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, mu mv est égal à d de l'air wedge mu tilde mv. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que H1 de A
l'action de SL de R, donc, qui en fait se restreint à H1 de A, est ergodique pour cette mesure. Okay. Donc non seulement déjà, premièrement, cette mesure, elle est invariante par l'action de SL de R, et en plus elle est ergodique pour cette action. Et c'est ça que je vais utiliser de manière cruciale pour arriver à contrôler le comportement des géodésiques sur une surface donnée. En fait. Et l'idée, donc, elle remonte à Veitch, et c'est une idée très belle. C'est la suivante. Donc revenons à notre problème de géodésique. Donc, pardon, là juste avant, tu as parlé d'un système dynamique où tu prenais que les matrices diagonales. Mais là, tu vas utiliser l'ergodicité de tout le groupe. Oui, parce qu'en fait, je suis obligé de tourner aussi mes surfaces. Et oui, je vais utiliser l'ergodicité de tout le groupe. En fait, on va le voir de manière assez simple. Donc, on va le voir, ça va être très simple. Donc, fixons pour l'instant une surface C oméga dans HA, dans H1A. Okay. Je fixe une surface C oméga. Je vais avoir un ensemble que je vais appeler lambda de C oméga, qui va être un sous-ensemble de C, qui va être l'ensemble des périodes. L'ensemble des périodes. Typiquement, tout à l'heure, j'avais dit des singularités qui vont des gamma qui vont de x1 à x2. J'ai choisi ce type de géodésique. En fait, on peut considérer des types de géodésique très différents. En fait. Mais je vais me limiter à ce type de géodésique-là. Donc, les périodes qui vont des géodésiques qui vont de x1 à x2. Okay, donc, c'est un sous-ensemble de C, potentiellement assez compliqué. Et maintenant, je vais avoir un... Donc si je prends f, une fonction à support compact, donc par exemple C infini à support compact de C, ce que je vais faire, c'est que à f, on peut lui associer la somme pour les z appartenant à lambda de C oméga, des f de z. Okay, donc pour toutes les périodes, je peux évaluer f en z et je peux prendre la somme puisque j'ai pris des fonctions à support compact. Cet ensemble, il est quand même discret. Donc ici, en fait, cette somme, elle est finie. C'est autant que je prends des sommes à support compact. Mais de cette manière-là, en fait, je définis une application linéaire de l'ensemble des fonctions à support compact vers C. D'accord. Et cette application, je vais l'appeler transformée de Veitch de C oméga. Donc elle associe à f ce nombre complexe. D'accord. Donc elle va de T-C oméga va de C infini à support compact dans C. Une application linéaire sur cet espace de fonctions. Ok, ça c'est si je fixe une surface de translation. Mais maintenant, je peux prendre la moyenne sur l'ensemble des surfaces de translation. Okay, donc maintenant, j'ai une mesure pour intégrer. Donc maintenant, je peux dire, je vais avoir une transformation, donc toujours pareil, de C infini à support compact de C dans C, qui va envoyer une fonction f sur l'intégrale sur l'espace H1 de A des TC oméga de f d de ma mesure de Veitch. D'accord. Donc j'avais pris une fonction, j'avais cette application linéaire qui mangeait une fonction qui retournait un nombre complexe qui est la somme des évaluations sur les périodes. Maintenant, à la place, je moyenne cette application linéaire. Okay, donc ici, je peux mettre x1 sur l'intégrale de d mu tilde mv sur h1 de a. Et j'obtiens, a priori, donc un opérateur qui va donc des fonctions à support compact sur C vers C.
ici il y a quelque chose quand même d'assez grossier, c'est que je vous parle d'intégrale sur un espace, il y a quand même un résultat important qui est que Mazurewicz ont montré que ça c'était un volume fini. Pareil que cette intégrale est en fait finie. D'accord ? Donc ici tout a du sens. Ok, donc on a cet opérateur-là. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Comme la mesure de Witch est invariante par l'action de SL de C, en fait, si j'agis SL de R, donc je peux agir par SL de R sur l'espace des fonctions C infini à support compact, donc C vu comme R2, et en fait, T est SL de R invariant. Donc en fait, ici, ce qui se passe, c'est que T est une distribution. Donc T est une distribution SL de R invariante. Et les distributions sur R2 qui sont SL de R invariantes, il n'y en a que deux en fait. Il n'y a que la masse de Dirac en 0 et l'intégrale de la fonction sur R2. D'accord ? Donc en fait, ici, donc T est égal à une combinaison linéaire, est égal à A fois la masse de Dirac en 0 plus B fois l'intégrale de F, disons. Donc si T de F est égal à A fois F de 0 plus B fois l'intégrale de F sur C. Okay, pour des constantes avec A et B des constantes dans R, dans C. Oui, pardon, en fait ici, désolé, on va prendre des fonctions à C infini à support compact sur C, mais on va les évaluer dans R. On va prendre les fonctions qu'on va prendre sont à valeur réelle. Donc ici, ça c'est juste des nombres réels. Pardon. Voilà. En travaillant un peu plus, en fait, vous pouvez assez facilement montrer que cette partie-là n'existe pas. Donc en fait, T de F s'écrit comme une certaine constante. En fait, je vais l'appeler, cette constante pour l'instant, je vais l'appeler C de A. Et c'est ce qu'on appelle la constante de Sigelwitch de HA. Okay. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Maintenant, si on prend F, si F, c'est la fonction indicatrice d'un disque de longueur L, enfin de rayon L. Alors, en fait, ça nous dit, donc T de F, dans ce cas-là, ça va être quoi? Ça va être le nombre de... Donc ça va être l'intégrale sur H1 de A du nombre de périodes de taille plus petite que L des mu tilde NV fois 1 sur le volume. Donc, mais ça va être aussi égal, puisqu'en fait c'est cette constante fois l'intégrale, ça va être aussi être C de A fois pi L carré. D'accord? Donc, ce que vous voyez, c'est que déjà, on sait que, et je n'irai pas plus loin dans l'analyse, mais ce que j'ai essayé de vous montrer ici avec ces idées, c'est qu'en fait, en faisant cette transformation, on peut calculer le nombre moyen, on va dire, de périodes longues sur une surface donnée avec cette technique de transformation qui est héritée d'idées de Siegel
et qui avait été mise en place par Veitch. Pour montrer que tout ce calcul en fait est légitime, il y a ces travaux de, ça c'est les travaux de Eskin, Eskin-Mazur, et ensuite Eskin-Mazur Zoritch ont expliqué comment est-ce qu'on calcule ce type de constante. Et ce type de constante, en fait, va s'exprimer comme un ratio entre différents espaces des modules. Donc, on a vu qu'ici, on a 1 sur le volume qui est là. Mais en fait, l'idée, c'est que si on va dans le sens inverse, si on ne prend pas un disque pour un L d'une très grande longueur, mais à la place d'une toute petite longueur, en fait, ce qu'on va compter, ça va être le nombre de surfaces de translation qui ont une toute petite géodésique. Donc, en fait, on va évaluer le volume dans l'espace des modules H de A des surfaces qui sont très proches du bord. Donc, en fait, cette constante, on va pouvoir la déterminer en fonction de volume d'un espace du bord. Et ça, c'est des idées plutôt de Eskin-Mazur-Zoritch, qui ont très bien décrit comment est-ce qu'on calcule cette constante C de A. Maintenant, plus récemment, donc avec Chen, Müller et Zagier, ce qu'on a montré, c'est que ce volume de Mazur-Veitch, on peut l'exprimer comme une intégrale algébrique sur l'espace, disons, H de A, ou plutôt une compactification du projectivisé de l'espace H de A. Et en fait, en l'exprimant comme une intégrale algébrique, on a pu trouver des relations entre le volume de l'espace et le volume de composantes de bord. Et ces relations entre le volume de l'espace et le volume des composantes de bord se traduisaient directement par des identités satisfaites par cette constante C2. Voilà un peu le cercle d'idées qu'on a mis en place et qui permet donc de décrire la croissance du nombre de géodésiques sur une surface de translation générique. La question, on va dire, largement ouverte, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait quand on veut s'intéresser à des surfaces plates ou à des billards, par exemple, qui seraient spéciaux en un sens. Ici, je suis obligé de dire que tout marche que pour presque tout. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si on se place sur des billards qui auraient un comportement, disons, spécifique, qu'on appelle parfois variété affine invariante des espaces de surface de translation. Pardon, là dans cette formule, toi tu dis les périodes, c'est toutes celles qui relient toutes les singularités. Oui, pardon. Alors, il y a toutes les singularités dans celle-là. Voilà, période de géodésique allant de x1 à x2. C'est toujours par rapport à ce problème que je me suis donné au début. Et donc vous, votre méthode, ça permet de calculer... Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que si tu veux changer ce problème par un autre problème, par exemple, si tu veux t'intéresser à des géodésiques fermées, ça marche aussi. Cette idée de transformer, cette idée de la transformation de Veitch, elle est applicable pour une plus large catégorie de problèmes de comptage de géodésiques. Les identités qu'on a trouvées là, elles sont plus spécifiques. En fait, on exprime donc encore une fois le volume de cet espace de surface de translation en fonction d'une intégrale algébrique. Et en fait, quand on fait des manipulations qui sont naturelles du point de vue de la géométrie numérative sur les intégrales qui apparaissent, on va pouvoir exprimer le volume de l'espace H de A en fonction du volume de son bord. C'est en quelque sorte une formule de Stokes. Mais la formule qui apparaît parle vraiment de type donné de surface de géodésique. On ne peut pas parler de tout à la fois en quelque sorte. Je pense qu'on peut déjà remercier Adrien pour son exposé.